Oui, je voulais parler de la petite news rapido, Embracer Group qui a racheté, des studios qui ont été vendus par, Square Enix. Donc ils ont racheté les licences en gros et les studios de Tomb Raider, Deus Ex et tout ça qui sont des jeux vidéo. Embracer Group, c'est, ce fameux groupe qui rachète, mais, oh là là, ils rachètent à gogo quoi, tout ce qu'ils peuvent racheter quoi. Et donc voilà, donc ils viennent de se rajouter encore des licences à fond. Donc Embracer, c'est ceux qui ont racheté Asmodée, hein, pour, si vous aviez suivi ces gros rachats à coût de plusieurs milliards d'euros. Et donc quand je vois tous les... donc voilà, ils ont acheté des licences, mais je sais pas, ils ont 800, plus de 850 licences vidéoludiques. euh, Monstrueux. Du fait qu'ils aient racheté Asmo, je me demande, voilà, on sait que enfin, il suffit d'aller dans un magasin de jeux de société pour se rendre compte à quel point le licensing est à la mode, hein. En gros, c'est normal, hein, quand un secteur atteint un certain seuil critique, euh, on bascule dans le licensing de masse parce que c'est de l'exploitation de licence, normal. Sauf que nous, dans le jeu de société, on a plutôt des mécaniques de jeu. Et donc, c'est de l'exploitation de ça, en fait. Donc, on va avoir du Splendor, Splendor Marvel, Splendor Junior, etc. Donc, on a eu la vague des... on a connu hein, ça depuis le début. Je sais pas si vous avez connu, mais il y avait Catan, le jeu de cartes, machin, le jeu de cartes. Tout était décliné, les jeux de plateau étaient déclinés en jeu de cartes. Après, on a eu la vague jeu à cocher. Donc, tout est décliné en jeu à cocher. Et là, en ce moment, c'est Marvel et Disney hein, qui inondent le marché. Et donc je me dis, avec toutes ces licences jeux de société, est-ce qu'on va pas se retrouver avec enfin, ruissellement de ça, quoi, de Splendor Tomb Raider, Splendor Soul River, j'en sais rien. Je me demande comment c'est possible, quoi, tous ces milliards qui circulent. Parce que c'est obligé que Embracer, ils réfléchissent comme ça, quoi, ils réfléchissent de faire fructifier ce pourquoi il investit. Donc, séries, dessins animés, comics, jeux de société, enfin, pour eux, c'est toute la panoplie, quoi. Donc là, ouais, ça atteint un niveau assez impressionnant, quoi. Ils ont aussi racheté, donc ils avaient acheté Asmodée. Juste après Asmodée, quelques mois après, ils avaient acheté Dark Horse, qui est, je crois, de mémoire, je crois que c'est le deuxième ou non, troisième plus gros plus gros truc qui possède le plus de licences dans les comics, les BD, je crois. Un truc comme ça. Dark Horse, c'est monstrueux, quoi, aussi. Donc voilà, quoi, les gars, ils rachètent, ils rachètent. Donc je me demande de qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se croiser, parce que j'entends bien hein, toujours quand il y a des rachats, on l'a entendu avec Hachette, Asmo qui rachète des trucs, etc. On a toujours le même son de cloche partout, c'est le monde idéal. On rachète, mais c'est pour leur expertise, on va rien leur demander. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et les studios, ils disent toujours, oui, oui, on n'a personne au-dessus qui nous donne des ordres. Sauf que c'est pas la réalité. Après, quand tu discutes avec les gens, tu vois que non, ça marche pas, ça marche pas comme ça. T'es chapeauté par un mec qui est dans un bureau à Los Angeles ou à l'autre bout du monde, etc., qui connaît rien, parfois qui connaît plein de choses, quoi. Mais voilà, t'as toujours quelqu'un quand même qui chapeaute parce que on investit, c'est pour gagner des sous, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça marche vraiment? Bah oui, hein. Au cinéma, j'ai l'impression que les gens commencent à se lasser. Pas tant que ça, hein, parce que euh, je sais plus, c'est l'année dernière. Enfin, ça fait 4 5 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, vérifier dans les chiffres, mais où Disney,
dans le top 10 des films qui ont eu le plus gros chiffre d'affaires de l'année sur les 10, je crois que Disney se place dans 6. Il y a 6 films de la compagnie, quoi, dedans qui ont pété les scores au box-office. Donc je crois pas que les gens se lassent vraiment. Je dis pas que ça arrivera pas, hein, parce que c'est l'histoire du monde, hein. Là, en ce moment, on a Disney avec plutôt Marvel, avec tout ce qui est les films de super-héros. Mais si on regarde dans le temps, on a connu ça, on a eu la même période. Moi, j'aime bien comparer avec les westerns. Le cinéma, c'était pareil avec les westerns, hein. On a une période, c'était western à toutes les sauces. Là, c'est le cas aujourd'hui, c'est super-héros à toutes les sauces. Et puis le western est passé de mode. Et je pense que les super-héros passeront de mode aussi, quoi. Quand il y aura une nouvelle vague qui arrivera, etc., quoi. Mais là, actuellement, les films, ils pètent des scores monstrueux, quoi qu'il arrive. Qu'ils soient bons ou pas bons, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que c'est pas la qualité du film qui va déterminer le nombre d'entrées, j'ai l'impression, mais plutôt la qualité de la campagne de communication. Je pourrais même faire le rapprochement avec le jeu de société, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Euh, Là, je me faisais la réflexion ce vendredi. Je discutais avec plein de gens au festival. Et il y avait personne me disait, on s'est retrouvés, on était quatre. On se dit, à quoi on va jouer? Donc on a été à Cathédrale Rouge, par exemple. Mais à part ce jeu-là, et moi c'est parce que j'avais au passe-temps on en avait parlé, donc j'avais ce nom-là en tête. Mais on n'avait pas de jeu. Il y avait, tu vois, aucune envie. Il n'y a pas de jeu, et ça, moi, ça fait un moment, et ça, c'est à titre perso, ça fait plusieurs années que je le répète en boucle. Je n'ai plus de hype sur des jeux de société comme j'ai connu par le passé. Il n'y a plus rien qui arrive à me dire, ouh, ça, j'ai hâte que ça sorte, j'ai envie de me renseigner et tout. Là où c'était à l'époque de Tricerion, de tout ça, voilà, j'avais des jeux que je suivais, j'ai hâte qu'ils sortaient, que quand j'allais dans un festival, je vérifiais s'il y avait le jeu pour pouvoir aller y jouer en proto ou quoi. Et là, je me rends compte, je suis pas le seul en fait. Il y a plus d'engouement sur les jeux, sur un jeu en particulier en tout cas. C'est, euh, on est vraiment passé dans une consommation de masse. Euh, oh, tant mieux, hein, il y a toujours de l'achat et tout, même si le marché va stagner. Donc là, c'est plutôt la course à la hype, quoi. C'est-à-dire, et à la hype, moi je me rappelle, il y a déjà 2 ans où on disait, ouais, attention, la durée de vie d'un jeu en boutique, c'est 3 semaines à l'époque. Et déjà, on trouvait que 3 semaines, c'était chaud, quoi. De se dire, le jeu, il a une fenêtre de tir pour exister de 3 semaines. Là, moi, de ce que je constate, de ce que j'ai vu pendant 8 mois au passe-temps, euh, c'est une semaine maintenant un jeu. Quand il n'est pas déjà mort-né, quoi. C'est affolant. Et on parle de 30 jeux qui sortent par semaine. Les gens n'ont même plus le temps d'être hypés parce qu'en fait, t'as une hype permanente, quoi. Bim, il y a ça qui sort et c'est le jeu du moment. Bim, il y a ça qui sort, puis bim, ça ressort, ça ressort. Et tu fais, mais en fait, t'as même pas le temps de t'exciter pour un jeu qu'on t'excite déjà sur autre chose et puis finalement, t'achètes rien. Parce que tu peux pas prendre de décision comme ça, une hype chassant l'autre. Et, euh, et c'est ça, quoi. Ouais, Cyber Bunny, cette année, j'ai acheté aucune nouveauté que des anciens jeux. Ouais, mais j'ai l'impression que les gens vont se retourner vers ça, en fait. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle anciens jeux? Tu vois, est-ce que c'est des jeux anciens de 1 mois, 2 mois, ou vraiment de quelques années c'est vraiment ça, quoi. Plus une doit, t'as les jeux narratifs et ceux de déduction qui continuent à accrocher. Ouais, ça c'est cool. Je comprends. Je comprends parce que c'est c'est les trucs du moment, quoi. Il y a que ça. Des trucs d'escape, escape, enquête. On est beaucoup sur les sensations, en fait. L'immersion et les sensations, j'ai l'impression qu'on va aller là-dessus, quoi. Mais en jeu de gestion, en jeu un peu plus costaud, il n'y a pas.
Il n'y a pas trop. Ah voilà, Grand Austria Hotel. Si ça ressort autrement qu'en KS. Ok. Voilà, oui, c'est vrai que Grand Austria Hotel, ça a 4-5 ans. Ça a au moins 4 ans. Et ouais, ça c'était cool. Ça, j'en ai fait quelques-unes, quoi. C'était bien chouette, quoi. Mais ouais, ouais. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus. J'ai l'impression, alors après, peut-être je me trompe, hein. J'ai l'impression que comme on est passé dans l'ère, euh, en fait, l'ère des passionnés est passée. Tu vois, je pense que sur la quantité de gens qui se sont mis aux jeux de société, c'est tout à fait normal. C'est comme le cinéma, c'est comme tout ça, hein. Sur la quantité de gens qui se sont mis aux jeux de société, la part, la représentation des passionnés, elle est réduite, ce qui est normal. En fait, c'est la même qu'avant. Elle a pas, je pense pas qu'elle s'est réduite ou quoi. Elle a pas bougé. Elle a peut-être même un peu grossi. Mais sur la masse de gens qui achètent, elle est peanuts maintenant. Donc, ce qui fait que sur cette masse-là, c'est eux qui font vivre un peu les jeux entre guillemets de niche ou quoi. Pour le reste, et encore, quand je parle des passionnés, je modère un peu dans le sens où je pense qu'eux aussi ont basculé dans l'ère de la consommation, quoi. Mais voilà, l'ère des passionnés qui dominait le marché est révolue. On est dans l'ère de la consommation de masse, comme pour le cinéma ou comme quoi. Et du coup, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils consomment à fond. Et du coup, on est plus dans l'ère de l'expérience. Ce qu'il faut, c'est là où avant, il suffisait qu'un jeu soit nouveau pour intéresser les gens ou pour être intéressant, de dire tiens, c'est une nouveauté, il y a quoi comme nouveauté? C'est fini ce côté-là. Maintenant, il faut que c'est quoi la nouvelle expérience? Je pense on a basculé là-dessus, quoi. Il suffit plus d'être un nouveau jeu pour être intéressant. Il faut qu'on propose une nouvelle manière de jouer, de nouvelles sensations. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui fait ces jeux-là, quand ils arrivent, on pense à Hidden Games, on pense à ces jeux-là qui vont renouveler, ou quand il y a eu la révolution des jeux à cocher, bah c'est ça en fait, à chaque fois il faut des nouvelles choses, quoi. Et je pense qu'on va être là-dedans et que ça va être de plus en plus difficile quand on communique là-dessus d'arriver à comment dire, à intéresser les gens, à continuer à les intéresser. Moi je pense qu'on va avoir un tassement assez fort du marché pendant un certain temps à cause de ça, quoi. Mais si ça peut faire revenir les gens à un peu comme les films, en gros, hein, c'est un peu comme Netflix, quoi. Netflix, bah oui, ils ont quelques pépites, mais dans l'eau, bah, tu reviens à regarder des séries classiques, traditionnelles au bout d'un moment, quoi, finalement. Donc tu es attiré par les pépites, mais tu finis par consommer quand même. Bah, je me dis, peut-être on va revenir à ça, quoi. On va revenir à un moment où on va se retourner vers les jeux pour lesquels on était passé à côté ou qui ont pas pu voir. Bonne app, Uma, bonne app. Calamity Fame, je viens d'acheter Ultimate Railroad par exemple. C'est pas du tout jeune, non, c'est pas du tout jeune. Mais Russian Railroad, c'est du très très bon, hein. Moi, j'adore. J'aime beaucoup, même si le jeu t'en fait. Je pense, pour moi, Ultimate Railroad, enfin, en tout cas Russian Railroad, c'est le genre de jeu qui, pour moi, sont à mettre dans des ludothèques. C'est-à-dire, il y a des jeux que je considère, comment dire, top. Pour moi, c'est les best-sellers, les best. C'est les jeux que tu peux ressortir tout le temps. Tu peux y jouer les poncés, y jouer à fond, et tu t'en lasses pas et tu te régales. Et puis il y a d'autres jeux qui sont très bons, mais qu'il faut pas poncer. Et pour moi, Russian Railroad, c'est pas un jeu, faut pas faire 40 parties d'affilée, parce que tu auras vite fait le tour. Par contre, c'est un jeu très agréable à ressortir régulièrement, parce que les règles, bah voilà, tu t'y remets tout de suite. Il n'y a pas 10 000 trucs à se rappeler, donc tu les as facilement. Ça se sort avec des gens qui sont pas des gros gamers. Ça se sort facilement parce qu'il n'est pas très complexe en termes de règles. Après, on peut le poncer un peu pour aller plus profond, mais donc moi, ça fait partie de ces jeux que j'adore pouvoir ressortir. Ou si tu me dis sur une soirée, tiens, on se fait ça. Ah bah ouais, ça fait longtemps que j'y ai pas joué.
très, très, très bon, quoi. Effectivement, c'est pas du tout jeune non plus, quoi. Plume Doigt, oui, effectivement, fan absolu du jeu Myst. Je comprends que, que tu sois plus sur les jeux de déduction et compagnie, quoi. Calamity Fame. Tu as raison, j'essaie de sortir de la consommation jeux de société. J'avais arrêté depuis 2012 et il y a 2 ans, je me suis mis à en acheter frénétiquement pour me composer une ludothèque. Ouais, ouais. Et mais c'est un truc on remarque parce que bah, je suis passé par là aussi et un peu tout le monde, tous les parcours que je vois autour de moi. Pour moi, le jeu de société, c'est une espèce de montagne. Alors, je pense que ça doit être pareil dans tous les secteurs, hein. Je me rends pas compte, mais quand tu découvres, c'est normal. Tu découvres quelque chose, tu es surexcité, et donc tu as une envie, euh, tu as une appétence pour tout découvrir. Et en même temps, c'est normal parce que on parlait de nouveauté, d'ancienneté. Quand tu découvres, en fait, tout est nouveau. C'est-à-dire que les colons de Catane, ça a 20 ans, ou 25 ans, mais pour quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui joue aujourd'hui à un jeu de société, les colons de Catane, c'est une nouveauté pour lui. C'est tout nouveau. Donc en fait, tout est nouveau. Donc on se gave, on se gave. Moi, j'ai été monté à presque 120 ou 130 jeux dans ma ludothèque, peut-être plus, à l'époque. Et puis, il y a le moment où, alors moi, j'organisais beaucoup de soirées, donc en fait, comme je planifiais mes soirées jeux, j'en faisais quasiment tous les jours, et parfois on jouait l'après-midi, le soir, enfin bon, c'était trop même. Du coup, comme je planifiais, je me rendais compte, tu vois, je me disais, bah, ce jeu, j'ai envie d'y jouer, mais là, cette semaine, c'est pas possible, donc je le mets là et là. Et en fait, j'avais calculé que à partir de 40 boîtes, on ne peut plus jouer à tous ces jeux. 40 jeux, c'est le max pour pouvoir faire tourner ces jeux régulièrement et y jouer. Au-delà, il y a des jeux euh, qui, euh, qui ne viendront plus sur la table, quoi. Et fort de ce constat-là, j'avais commencé à... Bon, j'avais des ennuis financiers, donc j'ai tout vendu, quoi. Mais ouais, ça a été là où j'ai commencé à me rationaliser. Et je vois que tout le monde fait un peu pareil, c'est-à-dire que tu as ce pic, et à un moment, tu arrives, t'en as tellement, et tu fais, oh là... Et boum, ça redescend ok, on va commencer à choisir les jeux, à être raisonnable, etc. Voire même, certains ont des rotations. J'achète que si j'ai vendu, etc., etc. Ouais, ouais, bah ouais, quand tu remplis des Calax, je connais la pile de la honte, bah ouais, ouais. Alors moi, j'appelle pas ça les piles de la honte, hein, parce que moi j'ai des piles à lire. J'ose même pas montrer, mais j'ai pas mal de trucs. En jeu de société, j'en ai plus. Mais en jeu vidéo et en livre, en série, pareil, c'est du programme. Mais ouais, mais parce que euh, on est soumis à une pression permanente d'envie, de sollicitation. On est dans l'ère, comment on appelle ça, le capitalisme de l'attention. Donc, on sollicite notre attention en permanence, hein. Les réseaux sociaux, c'est leur modèle économique, hein, ting, ting, ting. Il faut que ça clignote. Et, euh, et même quand on essaie de rationaliser, de se modérer, c'est impossible. Là, typiquement, j'attends une livraison. J'attends une livraison parce que j'ai acheté. euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, il est là. Je veux pas là-dessus. Je veux l'image. Enfin voilà. Labyrinthe de Franck Tilliez. Je l'ai pas en image, j'ai que sur les sites marchands. Bon voilà. Il est ici. Donc voilà quoi. J'adore Franck Tilliez. J'ai découvert ça l'année dernière. Donc j'ai attaqué la lecture de plusieurs romans. Là, je vais attaquer sa série phare. Et donc voilà, il y a le nouveau Franck Tilliez qui sort, Labyrinthe. Voilà. Alors comme il fait pas partie de la série des Charcot
que j'ai à peine commencé, j'en suis qu'au numéro 1. Bah, du coup, j'ai craqué, je l'ai pris. Et je vais le lire sûrement en premier, tu vois, dans pas longtemps. Alors que si j'avais rationalisé, hmm, ça pouvait attendre. Mais non, là, voilà. Nous sommes des esprits faibles. C'est comme ça. Il y a Corentin Lebras qui fait des live Twitch pour réduire sa ludothèque à 50 jeux. Bah ouais, ouais. Bah, c'est une bonne idée, effectivement, je confirme. Je pense que c'est des choses à mettre en place, en fait. C'est une espèce de discipline. Il faut aller contre le mouvement, puisqu'on est dans une société consumériste. Hein, donc, aller contre le mouvement, c'est difficile. Hein. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, euh, avant, j'étais beaucoup sur la communauté des ludistes francophones. Et un truc qui revenait souvent, c'est les photos de ludothèque. Les gens partageaient les photos de ludothèque. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui râlaient, tu sais, qui disaient ah, on s'en fout, etc. Non, parce que on est des animaux sociaux et les animaux sociaux, on a besoin d'appartenir à une communauté. Donc, ça passe à l'adolescence par des habits, des tenues. Euh, voilà, je suis gothique, je suis Grinch, etc. Je suis creepy, par exemple. Moi, j'étais creepy, non creepy. Et donc, on, on- on appartient à une communauté et montrer sa ludothèque, c'est montrer qu'on appartient à la communauté des joueurs. Euh, donc, euh, donc c'est normal pour moi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit aussi que c'est la quantité qui compte. Tu fais pas une photo quand tu as 3 jeux. Tu fais une photo quand tu as rempli à vomir ta maison, quoi. Donc il y a un côté comme ça, et ça, ça attire le côté bah, consumériste. C'est-à-dire, je veux avoir moi aussi ma ludothèque avec beaucoup de choses dedans. Je veux avoir. Donc il faut lutter contre ça, et c'est pas possible parce qu'on se sent moins joueur qu'un autre ou quoi. Enfin, il y a des trucs, je suis sûr doit y avoir des livres là-dessus, des sociologies. Et oui, c'est dingue comme on s'attache à ces jeux, il y a un côté pathologique. Ouais, ouais, mais je suis entièrement d'accord. Il y a un côté Madeleine de Proust, comme on dit, euh, pour les anciens. Mais ouais, je comprends ça. Moi, je sais que j'ai cette chance de... en fait, il y a, euh, il y a longtemps, mais écoutez, rapprochez-vous, mes enfants, c'est l'heure de l'histoire de Père Castor. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Il y a longtemps, mon enfant, quand j'étais jeune, j'ai connu les cassettes VHS. Putain, on dirait De Gaulle. Donc, pas si vieux que ça. Et voilà, moi j'avais des VHS. Je suis fan de séries, donc forcément X-Files, l'intégrale, Babylon 5, l'intégrale. Autant dire que euh, j'ai été en surendettement. Merci carte Fnac, je ne vous salue pas. Voilà, moi le consumériste de base, c'est moi. Hein. Moi, tu fais clignoter une lumière avec «Eh, c'est cool, achète-le», c'est acheté. Donc, il s'est retrouvé qu'un jour, à la Fnac, et je m'en souviendrai toute ma vie, euh, du week-end, j'y vais, le lundi, j'y retourne, le lundi, le rayon VHS avait disparu, il n'y avait plus que des DVD. Et je me suis retrouvé dans la situation où bah, les VHS étaient passés de mode, on ne pouvait plus s'en procurer, ou dans les bric-à-brac. Et c'était le DVD qui avait été imposé, et moi, j'avais pas de lecteur DVD. À cette époque-là, c'était encore assez cher, donc j'avais pas les moyens de me payer un lecteur DVD. Et du coup, bah, VHS, c'est pas un truc que tu pouvais revendre ou quoi, ça valait que dalle. Hein. Et ce qui était normal, hein, par rapport le gap technique entre la VHS et qualité et le DVD était assez fort, quoi. Là où maintenant, entre DVD Blu-ray, ça se discute. Et donc, bah, je me suis retrouvé avec tout ça et à un déménagement quelques mois plus tard, bah, les VHS, qu'est-ce qu'on en fait? Bah rien, parce qu'on n'a plus de magnétoscope, on n'a plus rien. Et j'ai tout jeté. Et, ben, je peux dire que chaque fois que je mettais dans la poubelle mes VHS,
je voyais le montant s'afficher, le montant jeté. Et ça, en fait, ça m'a guéri en partie, pas totalement, mais de l'attachement aux objets. Euh, Je dis en partie parce que je suis comme tout le monde, je suis attaché à certaines choses. Moi, j'achète, voilà, pour mon anniversaire, j'ai eu des pop parce que moi, j'aime les pop. Mais donc voilà, je suis toujours consumériste, hein, j'appartiens à ce bas monde. Mais j'ai moins d'attachement aux choses, donc je peux m'en séparer, les revendre. Et les jeux de société, ça a été le cas. Donc il y a des jeux que j'ai envie parfois de posséder, comme on disait, hein, c'est le côté attachement, c'est le côté Madeleine de Proust. Typiquement, si demain je gagne au loto, c'est pas impossible que je me refasse les mini Clash Games, parce que voilà, j'adore leurs jeux, je les trouve beaux, etc. Mais ce serait même pas de l'achat pour y jouer à fond, ou quoi pour les poncer comme je l'ai fait, hein. Tricerion, je sais plus, j'ai fait 50 ou 70 parties. Donc c'est. Je sais que mes jeux, quand je suis passé en mode j'achète que ceux auxquels je vais jouer, voilà, j'y jouais, quoi. C'était vraiment ça le but. Donc j'en achetais quasiment pas, mais quand j'en achetais un, c'était pour y jouer à fond. Mais là, oui, si j'avais des sous, je pense que je craquerais pour la possession. Mais c'est pas pour le jeu. C'est un peu comme je fais le distinguo quand on parle d'acheteur compulsif de jeux de société. Je fais toujours le distinguo entre l'acheteur compulsif qui ne peut pas s'empêcher d'acheter, qui ne jouera pas à ces jeux, mais il a besoin d'en avoir beaucoup, et le collectionneur qui lui achète beaucoup, mais c'est pas un achat, c'est un autre achat. Lui, il achète pour collectionner, donc pour garder, ça prend de la valeur. Enfin voilà, il y a une autre démarche derrière. Et pour moi, je fais vraiment la distinction entre les deux, même si les deux profils peuvent parfois se croiser, hein. Ce qui me semble intéressant, c'est quel jeu je garde pour jouer avec plusieurs types de joueurs et non les meilleurs jeux de tous les temps. Oui, oui, bah il y a ça aussi qui entre en compte, hein. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que à la différence d'autres loisirs comme les, imaginons que tu collectionnes, enfin ou tu consommes beaucoup de livres ou de films, tu vois, de Blu-ray, etc., voire même de jeux vidéo. Peut-être les jeux vidéo, je mettrai à part, mais en tout cas les livres ou une partie des films, sauf quand c'est pour la famille, il y a quand même un côté égoïste, quoi. C'est-à-dire quand tu achètes un livre, tu l'achètes pas en pensant aux autres, tu l'achètes pour toi, pour dire j'ai envie de le lire, ça va être mon kiff, mon plaisir, quoi. Un jeu de société, il y a un peu ça. On achète quand même des jeux pour se faire plaisir, mais très souvent entre en compte le avec qui je vais pouvoir y jouer. Et un commentaire qui revient souvent, c'est bah, ce genre de jeu j'adore, mais je ne peux pas y jouer parce que j'ai pas le public pour, quoi. Et tu sens qu'il y a un côté quand même où ce loisir, il est assez particulier par rapport. Pareil, moi j'adore le cinéma. Je suis fan, je dis toujours, je suis fan de cinéma. Je suis pas fan de films. Même si j'aime les films, je suis fan de cinéma. J'adore aller au cinéma. Je suis très cérémonial. Il me faut ma salle. Je regarde très peu la télé pour moi. J'ai le grand écran derrière. La télé, c'est les séries et les films Netflix, puisqu'ils sortent pas au cinéma. Et souvent, je râle parce que je me dis, putain, ça, c'est un film, ça serait bien au cinéma. Mais voilà, moi, j'aime le cinéma. Mais le cinéma, c'est un loisir, pareil, égoïste. Euh, J'y vais, c'est pour mon plaisir. Alors, c'est cool si on m'accompagne parce que ça permet de partager quelque chose, mais j'y vais pour moi, quoi. Et je peux me bouffer. Enfin, voilà, j'y vais beaucoup trop, d'ailleurs. Ah. Et le jeu de société, c'est vrai que c'est complètement différent et tu le réfléchis autrement. Alors, il y a de l'achat que tu vas faire pour toi, parce que ce jeu, il te fait envie. Et tu sais très bien que tu vas pas y jouer, mais hop, allez, tu le prends parce que voilà, on ne sait jamais. Mais tu le réfléchis aussi, voilà quoi. C'est aussi un objet esthétique, ouais, ouais. Alors parfois moche l'esthétisme, mais parfois je suis d'accord. Je suis d'accord, et même je trouve, j'ai souvent, alors c'est discutable, hein, je suis pour et contre moi-même ce que je pense, mais j'ai toujours dit ça aurait été cool un côté un peu uniformité, je sais pas si on peut dire comme ça, mais des boîtes, parce que j'aime bien les rangements propres. Voilà, souvent je râle parce que moi j'achète des livres et dans les livres, des fois j'achète les poches,
Des fois, j'achète les grands formats. Et des fois, j'achète pas. Ils ont refait une édition, une nouvelle édition. Parce que j'achète pas mal d'occasions. Et donc, du coup, bah, ça fait moche dans la bibliothèque, quoi. Alors que ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le contenu. Et le jeu de société, c'est pareil. Il y a des gens en boutique qui vont pas acheter parce qu'il y a un petit coup. Le plastique qui entoure, des fois, il est déchiré, alors que le plastique, bah, il va à la poubelle de toute façon. Mais juste parce qu'il est un peu déchiré, ils le veulent pas, quoi. Tu te dis, ah ouais, on en est là, ça n'a pas de sens. Mais pareil, la boîte de jeu, elle ne sert qu'à ranger le jeu. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Ce qui compte le plus, c'est la règle. Et éventuellement le matériel nécessaire à l'exploitation de la règle. Mais la boîte, c'est qu'un contenant, quoi. Mais malgré tout, il y a un côté, on a envie que la boîte, elle soit en bon état. On a envie qu'elle soit jolie euh, et qu'elle soit pratique à ranger dans nos calax. Et si possible, qu'elle aille bien, qu'il y ait un effet de gamme. Je pense que tous les éditeurs essayent d'avoir un effet de gamme parce que il y a un côté aussi collectionniste qui peut entrer en compte, hein. Si j'ai acheté les trois premiers, je vais forcément acheter le quatrième à un moment, même si j'ai été un peu déçu du troisième, quoi. Il y a un côté comme ça. C'est l'esprit humain, hein, je pense qu'il y a. Et ouais, ouais, je suis d'accord que parfois, ça peut être un bel objet en termes de déco et tout. Je sais qu'il y a des gens, ils font ça, ils prennent la boîte, ils la mettent au mur. Je trouve ça super chouette. Mais bon, voilà, le monde du consumérisme. Bon, on a vu ma page avec Labyrinthe de Franck Tilliez. Donc Franck Tilliez, je vous conseille. Oui, comme ils sont exposés, non plus dans les placards comme jadis, l'esthétique de la boîte. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord, il y a un côté comme ça. Et, je pense aussi que on est passé dans un monde où il y a moins de placards et plus de. Toujours pareil, je sais pas si s'il y a quelque chose de psychologique ou quoi, mais on a besoin de montrer que ce soit beau. Euh, et le jeu de société, en fait, bah, ça prend de la place, quoi. Donc, t'es bien obligé de le mettre quelque part, et souvent, c'est dans le salon ou dans une chambre. Euh, la plupart du temps, c'est souvent dans des chambres d'amis ou quoi. On refait la tapisserie, quoi. Donc, ouais, il faut que ce soit beau aussi. Mais bon, franchement, quand t'arrives à une centaine de boîtes, c'est mort, hein. Tout est plus en facing, quoi. Tout est de côté, imbriqué, ça devient un puzzle, quoi.